titulaire d'un baccalauréat en écologie à l'Université de Sherbrooke. Edith s'implique depuis le tout début dans le conseil d'administration du Rêve Nourricier. Elle y apporte son expertise en plantation d'arbres en milieu minéralisé. Toujours investie dans les projets à nature végétale, elle a travaillé en sensibilisation environnementale et en agriculture urbaine à Montréal, en plus de faire de la recherche avec Agriculture Canada. Elle a aussi touché à la commercialisation des végétaux en tant que responsable des ventes aux paysagistes au Centre Jardin Deux-Montagnes. Elle est chargée de projet depuis 2019 au sein de la Sauverdi. Elle est responsable de l'approvisionnement des 20 000 arbres plantés par année, en plus de s'occuper des plantations pour le Centre de services scolaires de Montréal. Donc, Edith, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Je voulais commencer par remercier le comité qui a pensé à inviter Rêve Nourricier pour parler d'agroforesterie urbaine. C'est quand même intéressant parce que ce qu'on fait en ville versus ce qui est fait en agriculture, en foresterie, on ne se parle pas si souvent que ça. Puis même moi-même, quand Rêve Nourricier m'a invité à en parler, j'étais comme, je fais-tu de l'agroforesterie urbaine? T'sais, en milieu urbain, on va planter de forêt nourricière, on va parler de forêt nourricière, plantation comestible. Donc, c'est pas un terme qu'on utilise nécessairement en milieu urbain, mais dans le fond, il y a beaucoup de parallèles à faire. Donc, moi, dans le fond, je suis administratrice pour Rêve Nourricier depuis le début de la création de l'organisme. Rêve Nourricier, c'est un organisme qui travaille en sécurité alimentaire à Sherbrooke, mais que, dans le fond, il va faire des aménagements comestibles en ville. Puis, pour apprécier, qu'est-ce qui est très important, c'est le volet communauté autour de leur projet. Donc, ils sont vraiment basés sur des groupes de bénévoles qui vont s'impliquer dans leur projet et qui vont faire en sorte que ça va être pérenne d'une année à l'autre. Mais ils veulent aussi beaucoup avoir des projets qui vont lier l'art, qui vont lier comme la communauté qui est autour pour que tout le monde s'implique. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est pourquoi planter en milieu urbain. Précisément par la suite, pourquoi planter des arbres comestibles en milieu urbain. Puis on va surtout voir le volet, c'est quoi les contraintes en milieu urbain, puis c'est quoi les freins que nos clients nous offrent, mais qui nous apportent beaucoup d'une plantation à l'autre. Puis toutes les images que vous allez voir, c'est des projets que Rêve Nourricier a fait à Sherbrooke. Puis par la suite, on va voir quelques-uns de ces projets-là ensemble. Donc, pourquoi planter en milieu urbain? On dit souvent qu'il y a 3 volets à la plantation d'arbres urbaines. Le premier volet, c'est la santé. Donc, planter un arbre en ville, ça va entre autres s'occuper de la filtration de l'air. Donc, on améliore la qualité de l'air, on diminue les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, diminution du stress aussi. Il y a beaucoup de plantations qui vont se faire pour tout ce qui est pollution sonore. Donc, au niveau urbain, c'est intéressant pour les résidents d'avoir de plus en plus d'arbres en ville. Il y a un volet qui est social. Des zones qui sont verdies, puis où on inclut la communauté dans le verdissement, il va y avoir une diminution de la criminalité dans ces zones-là. Il va y avoir moins de vandalisme. Ça crée un milieu de vie pour la communauté qui est autour de la plantation. Pour un propriétaire terrien en tant que tel, ça augmente la valeur de sa propriété. Donc, quand il y a des arbres, tu peux vendre ta propriété plus cher par la suite. Et une économie d'énergie au niveau climatisation, chauffage, l'arbre peut aider à ce niveau-là. Puis après, il y a tout ce qui est le volet environnemental. De plus en plus, l'arbre urbain est considéré et démontré que c'est une infrastructure verte. Donc, pour une ville, pour combattre les changements climatiques, pour être plus résiliente, l'arbre urbain est important autant qu'un mur végétal, qu'un toit vert ou des zones de biorétention. Ici, on est à Sherbrooke avec la carte des îlots de chaleur. Sherbrooke est considérée comme une des 10 villes les plus vertes au Canada. L'étude vient de sortir. Mais on voit quand même qu'en périphérie, c'est très vert. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de forêts à Sherbrooke. Mais les milieux les plus vulnérables, les centres-villes, les zones très denses, ça reste des îlots de chaleur. Donc, implanter ces milieux-là en priorité va nous permettre d'améliorer
les lots de chaleur, de diminuer les lots de chaleur à Sherbrooke. Pour ce qui est de la gestion de l'eau, en ville, l'eau va sûrement se retrouver directement dans les systèmes d'égouts. Donc, venir planter des arbres en ville, ce que ça fait, c'est l'arbre en tant que tel, il va réduire la vitesse à laquelle l'eau se rend au sol. Donc, ça peut aider pour la gestion de l'eau. Mais souvent, venir planter un arbre, ça veut dire aussi venir enlever de l'asphalte. Donc, créer des fosses de plantation où l'eau va être captée dans ces fosses-là. Donc, de moins en moins d'eau qui va se retrouver dans notre système d'aqueduc, ce qui est intéressant, parce qu'ici, on voit les données d'Ouranos pour le nombre de précipitations, leurs prévisions à long terme. Puis on voit que, par exemple, en Estrie, le nombre de précipitations risque d'augmenter de beaucoup et de plus en plus, la quantité d'eau que la ville va devoir gérer, en fait, va être plus grande. Le problème, c'est qu'on reçoit beaucoup d'eau dans notre système de canalisation. Il y a ce qu'on appelle souvent des verses. Donc, l'eau va être envoyée directement dans les cours d'eau s'ils n'ont pas la capacité et le temps de le gérer. Fait que venir planter des arbres dans ces milieux-là, ça va permettre de mieux contrôler l'eau et envoyer l'eau de ruissellement vers les fosses de plantation. Aussi, planter des arbres, ça permet de faire des corridors de biodiversité urbaine. Quand on fait des villes, souvent on va venir fragmenter le territoire de plus en plus. On va garder certains espaces verts. Par contre, ça va favoriser certaines espèces. Donc, tout ce qu'on appelle espèces de bordure, qui ont des domaines vitaux très petits, eux ils vont être favorisés en ville. Par contre, on veut aussi créer des domaines vitaux plus grands pour avoir d'autres types d'espèces en ville qu'on veut garder et qu'on veut protéger. Venir planter des arbres, dans le fond, ça permet de relier ces différents habitats-là. Il y a différents types de corridors écologiques qui se font. Le corridor traditionnel, ça serait vraiment une zone verte qui relie un habitat à un autre. C'est pas toujours possible. Fait que dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on appelle du pas à pas. Fait que c'est faire des zones un petit peu plus denses. Autant pour les pollinisateurs que la biodiversité. Pourquoi? Pour, entre autres, lutter contre la sécurité alimentaire, donc avoir des fruits, des noix comestibles en ville qui vont être utilisés par les citoyens, mais surtout emmener le concept d'alimentation en milieu urbain, parce que souvent, en ville, on va aller à l'épicerie, ça va être le plus facile, on peut savoir ça vient d'où, mais juste connecter, faire l'éducation que ta pomme, elle vient de ce pommier-là que tu as vu dans l'année aussi, le cycle de vie du fruit, ça peut être intéressant, puis créer tout ce qui est effet de communauté autour de la plantation, parce qu'il faut faire de la taille, parce qu'il faut faire des récoltes, ça peut être intéressant. Dans arbres comestibles, pour aujourd'hui, ce que je parle principalement, c'est tout ce qui est fruitier, mais aussi aller vers les fruitiers, si votre zone de rusticité le permet, là, mais pépinières aux arbres fruitiers, ils font des cognaciers, qui est un peu moins connu, des pêches, des abricots, ça peut être intéressant aussi. Mais fruitiers, on parle aussi, arbres comestibles, on parle aussi de tout ce qui est arbres à noix, qui peut être très intéressant en milieu urbain, parce qu'ils ont certaines caractéristiques qui marchent bien avec nos contraintes. Justement, les contraintes attendues en milieu urbain, c'est qu'on a beaucoup d'autres choses qui fait que souvent les villes vont dire ben, on ne va pas aller vers les arbres comestibles parce qu'on a déjà trop de contraintes, c'est trop compliqué. Pourtant, les arbres comestibles peuvent souvent répondre à ces contraintes-là tout de même. Les contraintes qu'on a, c'est pollution atmosphérique. Donc, toujours le tenir en compte, de dire il faut laver les fruits avant de les manger en ville. Il y a beaucoup de passages de voitures, beaucoup de poussière qui est soulevée, donc il faut le garder en compte. Celle de déverglaçage et en brun salin, c'est une grosse contrainte en ville. C'est pas tous les arbres qui sont adaptés à cette condition-là. Juste le fait de mettre du sel sur nos routes, les endroits salins, il y a beaucoup d'arbres qui sont moins adaptés. Ça va les mettre en condition de stress, puis souvent ils vont moins bien performer à ce niveau-là. Vent dominant et zone de rusticité, toujours regarder la zone de rusticité parce qu'il y a de plus en plus d'hybrides en fruitier qui se font, qui peuvent être super intéressants, mais ces hybrides-là, des fois, ils vont être zonés 5, 6, donc pas toujours adaptés à la zone où vous êtes. Et si vous êtes dans une zone de vent dominant, moi je vous suggère de baisser
votre zone de rusticité aussi. Donc, si vous êtes dans une zone de 3A, mais avec des vents dominants, allez peut-être faire du 3, du 2, pour vous assurer que lorsqu'il y a un hiver qui est plus difficile, vous allez tout de même avoir des arbres qui vont bien survivre et qui ne vont pas fondre en plein hiver. Et le lieu de plantation, selon votre type de projet, selon votre type de client, il faut réfléchir à l'arbre qu'on a. Ici, j'ai 2 sortes de pommiers McIntosh, 2 cultivars différents. Un pommier McIntosh classique, ça ne peut pas être planté en bord de rue parce qu'il y a du passage, il y a des voitures qui passent. Donc, il y en a qui créent des cultivars pour faire des colonnaires, ce qui peut être bien adapté dans un milieu urbain, surtout quand les espaces sont plus restreints. Contrainte des sols contaminés, tantôt on en a parlé un peu. On remarque en ville, plusieurs études, notamment au lab, qui commencent à en faire beaucoup, que justement les contaminants qui sont dans le sol ne se retrouvent pas dans les fruits qu'on va manger. Là, je parle surtout de plomb, d'hydrocarbures. En ville, la majorité de nos sols sont contaminés, là, surtout pour mon expérience à Montréal, tous les sols où je plante, il y a des contaminants. Mais ça n'empêche pas de planter des fruitiers. Les études montrent vraiment que c'est tout ce qui est contamination aérienne le plus gros du problème. Les arbres, sinon, ils ne vont pas stocker les contaminants dans leurs fruits. C'est pas quelque chose qui est en fait, c'est démontré qu'ils ne vont pas le stocker dans leurs fruits. Quand même, quelques solutions pour lutter contre la contamination des sols. Créer des barrières avec des arbres non comestibles. Donc, si tu fais une plantation de forêt nourricière à côté d'un boulevard, mais ta première rangée d'arbres fait peut-être une ébrisement, dans le fond, pour pas qu'il y ait de pollution de la rue vers ta section qui est comestible. Ajouter de la matière organique dans le sol, ça permet en fait aux polluants d'être liés à la matière organique, donc non accessible pour tes arbres, donc tu as moins de risque de contamination. Maintenir un pH autour de 7 aussi. C'est des contaminants qui sont très solubles dans un pH bas. Donc, viser un pH de plus autour de 7, donc rajouter de la chaux peut-être aux 2, 3, 5 ans pour maintenir vos contaminants le plus possible hors de vos arbres. Puis si vous n'avez vraiment pas le choix, bien, les plantations en bac, ça se fait aussi. Assurez-vous de bien les hiberner pour assurer un taux de survie le plus longtemps possible. En bac, par contre, c'est vraiment l'apport en sol qu'il faut vérifier. Là, en milieu urbain, en ville, quand on plante un arbre, on dit qu'il faut 10 mètres cubes de terre par arbre pour qu'il vive bien. C'est pas possible en bac, mais peut-être regarder pour les apports en minéraux, ce qui est possible de faire. L'irrigation est un autre problème dans beaucoup de types de plantations. Ce qu'on fait à Montréal, c'est qu'on arrose nos arbres pendant 2 ans, ce qui change le taux de survie. On est rendu autour de 95-90% de taux de survie à la Séverdie, là, à Montréal. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là, tandis qu'avant, on était plus autour de 80-70%. Donc, juste le fait d'arroser pendant les 2 premières années, ça permet à vos arbres de développer leur système racinaire au maximum, puis par la suite de pouvoir être autonome. Dans certains cas, même on installe des systèmes d'irrigation, on fait des plantations de 2000 arbres et plus. Ça vaut la peine, comme ça vous n'allez pas les arroser un par un. Ravino ici aussi à Sherbrooke, on va mettre quelques systèmes d'irrigation, sinon c'est des bénévoles qui s'occupent de l'arrosage. Et la plus grosse contrainte en milieu urbain que tous vos clients vont vous emmener, c'est oui, planter des fruitiers, mais je veux pas m'occuper de la récolte. Souvent, les projets sont apportés, c'est dans une école par un enseignant, par des élèves, par un employé d'une compagnie qui veut planter des fruitiers, mais c'est le propriétaire du terrain qui va signer le contrat avec vous. Puis lui, ce qu'il va vous dire tout le temps, c'est « ça va marcher pendant 5 ans, mais dans 10 ans, c'est qui va ramasser les fruits? » Puis c'est un coût pour eux qui ne veulent pas nécessairement absorber, parce que leur équipe d'entretien qui viennent juste tondre la pelouse à chaque année, à chaque mois, ils ne vont pas vouloir gérer les fruits non plus, fait que c'est un coût supplémentaire parce qu'ils vont leur charger plus cher. Ce qu'on fait, c'est souvent on va faire des plantations forêt nourricières, donc différentes strates, donc il n'y a pas de tonte autour de cette zone-là. Par contre, il faut quand même leur prouver que dans 10 ans, les fruits vont être ramassés.
des pistes de solutions, c'est de s'allier avec des organismes de sécurité alimentaire qui sont autour de vous. Donc, des cuisines collectives qui vont, eux, s'occuper des fruits. Il y a beaucoup de glanage urbain qui se fait aussi. À Montréal, le fruit défendu, dans la MRC de la Masquinongé et Masqué Récolte. Donc, c'est des gens qui vont trouver les bénévoles, qui vont s'occuper de la récolte. Un tiers de la récolte va aux bénévoles, un tiers de la récolte va aux propriétaires, puis l'autre tiers va dans une cuisine communautaire. Donc, ça peut être une avenue intéressante pour s'occuper de tout ce qui est fruits. Concrètement, ça peut ressembler à quoi des projets d'aménagement comestible en ville. Et ici, on est dans un parc à Sherbrooke, donc un contrat avec la ville de Sherbrooke. Il y avait un jardin collectif qui marchait plus ou moins, donc ils ont demandé à Rêve de Roussy de venir bonifier le jardin collectif. Ils se sont occupés de la partie jardin, mais ont décidé de créer une forêt nourricière à côté du jardin aussi pour diversifier l'offre. Ce n'est pas que des arbres comestibles qui ont été plantés, il y a beaucoup d'arbustes, arbres fruitiers aussi qui ont été plantés dans l'aménagement. Ça a fait que ça a créé une communauté, tout le monde s'est investi, donc il y avait 131 citoyens qui ont décidé de participer cette année-là. C'est la deuxième année, puis ça marche très bien. Maintenant, ils sont rendus quand même assez autonomes. Ranixi fait presque plus d'ateliers dans ce jardin-là. Ça peut ressembler à quoi? C'est vraiment, là c'est sûr, ça fait seulement 2 ans, mais on voit que c'est de plus en plus dense, puis qu'il y a déjà des pollinisateurs aussi qui s'impliquent dans le jardin. École primaire des Avenues, c'est une école qui a décidé de participer au projet. Il y a des arbres de grand déploiement qui ne sont pas comestibles qui ont été plantés, mais il y a toute une section comestible aussi. Beaucoup d'herbacées, des bénévoles ont participé, les enfants ont participé aussi. Ce qui est super le fun dans une école parce que par la suite, ton aménagement il va être beaucoup plus périn parce qu'ils veulent s'occuper de leurs plantes durant les années scolaires. Finalement, le projet qu'on appelle Rêve d'abondance, donc c'est l'organisme Terre d'abondance qui est à Sherbrooke, qui avec Rêve Nourricier a fait une formation qui s'appelle Rêve d'abondance. C'est une formation en forêt nourricière et en sol régénératif, en agriculture régénérative. C'est 6 formations qu'il y a par année. Cette année, c'est la première année qu'on donnait la formation. L'année prochaine, il va y avoir une année 2. Ce qui est intéressant, c'est par plusieurs ateliers, on finit par créer une forêt nourricière. Puis la parcelle d'après va être juste à côté. Donc, si vous faites la formation l'année prochaine, vous allez voir ce qui a été fait pendant une année. Donc, après 5-6 ans de formation, vous avez les étapes de croissance d'une forêt nourricière. Et c'est à Sherbrooke même aussi. Donc, c'est une formation en milieu urbain. Puis, il y avait un dernier petit projet, maintenant, j'ai plus de temps. Hein? Okay. Sous les pavés, c'est un projet qui est en cours. Je n'ai pas les plans à vous montrer parce que ça va avoir lieu le printemps prochain. Sous les pavés, c'est avec le Centre d'écologie urbaine. Ils font des projets partout au Québec. C'est ce qu'on appelle des asphaltages participatifs. Donc, l'asphalte est arrivé à la main par les participants. C'est vraiment quelque chose qu'ils veulent promouvoir pour qu'il y ait de plus en plus de groupes qui se concertent en milieu urbain à ce niveau-là. Donc, voilà.